Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Morgan of Glencoe. Morgan a un parcours à la fois impressionnant et très intrigant, qui à lui seul est une invitation au rêve et au voyage. Morgan est musicienne et autrice, harpiste celtique, chanteuse, poète, écrivaine. Elle aborde son art, ses arts, sous différents angles. Elle est à sa façon l'incarnation de la double vie. Bonjour Morgane, bienvenue. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir parce que tu as un parcours qui est complètement atypique, donc tu vas pouvoir nous en dire plus et puis nous raconter tout ça. Donc voilà, j'ai parlé de tes arts, donc tu as de multifacettes. Je crois que tu as commencé par la musique. Ouais, en fait, c'est un peu si on veut prendre le tout premier art que j'ai pratiqué, c'est effectivement la musique, particulièrement le chant et le conte, que j'ai à peu près commencé en même temps, en fait. Voilà, parce que, bah, je viens de Bretagne où il y a une très forte enfin, plus précisément, je viens de Brocéliande en Bretagne, où il y a une très forte tradition de conte. Lol, D'accord. c'est rien de le dire. Donc ouais, les 2 premiers arts que j'ai pratiqués, c'est le chant et le conte. D'accord. Et donc le conte, c'est intéressant. Tu dis il y a une tradition de conte, il y a des, comment dire, des écoles, vous apprenez jeune, vous êtes formé au conte, vous racontez des histoires. Non, mais en fait, on n'apprend pas, il y a pas genre de formation de conteur, ou de conteuse, genre, après il va y avoir un joli diplôme ou quoi. Par contre, c'est vraiment une tradition qui est très forte, au quotidien, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été entourée par des conteurs et des conteuses, aller à des spectacles de contes, aller à des contés, ce qu'on appelle des contés ou des racontés, c'est totalement normal, en fait. Enfin, c'était totalement normal dans ma vie d'enfant. D'ailleurs pas que de contes celtes, hein, il y avait, je me rappelle d'un africain, un griot africain, un vrai griot africain qui était venu nous faire des contes quand j'étais très, très jeune et ça m'avait beaucoup marqué parce que justement il avait une goni là, les mini harpes justement de griot africain et il nous racontait donc voilà, en fait, c'est vrai que j'ai grandi dans une tradition de contes et de chants, en fait, beaucoup donc de grandes transmissions orales et c'est par là que j'ai commencé, en fait. Mmh. OK, donc on retrouve, ouais, ce goût aussi, du du spectacle et de l'échange, en fait, c'est ça qui te caractérise, un petit peu quand même, Ouais, oui, enfin, bah, c'est vrai que je compte toujours, hein, je compte toujours, Mmh. je suis toujours conteuse, plus occasionnellement, mais je compte toujours, en particulier, bah, toujours pour les enfants d'ailleurs, plus que pour les adultes et je chante toujours, effectivement. Ça pour tout le monde. Sur la musique, donc tu as commencé par le chant et après tu as joué de la harpe, Oui, j'ai fait de celte? la guitare au milieu. J'ai fait 6 ans de guitare au milieu, Ah oui, quand même. et harpe celtique, donc vraiment par contre harpe celtique. Je tiens à le préciser, parce qu'on me demande des fois, je ne joue pas du tout de harpe classique et ça n'est pas le même instrument que la harpe celtique. Il y a des gens qui jouent des 2 avec une technique différente sur chaque instrument et c'est très cool, mais voilà, moi je joue que de la harpe celtique. D'accord, et alors quelle est la différence entre une harpe classique, une harpe celtique? Que c'est pas le même instrument. Non, C'est mais pas le pour même de vrai, instrument du tout? OK. non, non, Ouais. c'est pas le même instrument. En fait, la ça s'appelle harpe et ça appartient en fait, les harpes, c'est une famille d'instruments. Il y en a une, trentaine différentes dans le monde de harpes et en fait, chacune a sa propre technique, a sa propre lutherie, sa propre histoire aussi. Donc d'où le fait qu'une harpe celtique n'est pas une harpe classique parce que c'est pas le même instrument. Principalement, en fait, la harpe celtique, c'est un instrument de taille relativement, on va dire modeste, ça 1 m 30, 1 m 40 max de haut, qui compte en général entre 26 et 40 cordes et 40 cordes, c'est déjà une très, très grosse celtique, hein, c'est ouh là 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 là. Une harpe celtique très lourde, elle va peser, 15 kilogrammes. Mmh. OK. Une harpe classique légère va en peser 30. Donc voilà, on n'est pas il y a pas le même nombre de cordes, la tension est pas la même, la technique de jeu est pas la même, le répertoire est pas le même. C'est pas le même instrument, quoi. OK, OK, c'est clair, beh, Voilà, voilà. mais non, c'est vrai qu'en fait, on peut voilà et là, il y a beaucoup de gens, enfin, hors Bretagne en Bretagne, les gens ont l'image de la harpe celtique dans la tête quand on leur dit harpe, mais en hors de Bretagne, dans le reste de la France, c'est vrai que les gens ont l'image d'une harpe classique et la harpe celtique, c'est Oui. pas du tout le Oui. même instrument, en fait. Ouais, OK, OK, bah, très bien, merci. voilà. Non, mais c'est important à préciser parce que ça Bah, oui, bien sûr, ouais, ouais.
Parce que ça détermine le style de musique et voilà, Oui, oui, c'est ça, ça se joue en fait, ça se joue pas pareil, ça s'apprend pas pareil et la population qui la joue n'est pas la même et la population qui l'écoute n'est pas la même et ce qu'on fait avec, c'est pas la même chose non plus. Ce qui commence à faire beaucoup à la fin. un monde à part. C'est ça. Donc tu as fait, ouais, tu as appris à jouer de la harpe celtique et à un moment, tu as basculé, tu t'es dit: «Je vais devenir, musicienne professionnelle» et tu t'es lancée dans tu as fait un grand saut. Comment tu t'es lancée? Qu'est-ce qui t'a poussée, En fait, j'avais l'intention de devenir, artiste professionnelle. En fait, dans ma tête, dès que j'ai eu, 13-14 ans, j'avais la certitude que je serais, autrice professionnelle et musicienne professionnelle, enfin harpeuse professionnelle. Mais c'était aussi une époque où, bon, internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, les capacités à faire des recherches sur les possibilités de carrière n'étaient pas du tout les mêmes et avec un certain sens de la logique, et de la réalité matérielle, mes parents m'ont demandé de faire des études, on va dire, classiques avant. Et des études classiques, selon mes parents, ça signifiait des études scientifiques parce que j'étais à la fois douée en sciences et douée en littérature. Donc, selon eux, comme il y avait plus de débouchés dans les sciences, ils voulaient que je fasse, des sciences. Donc j'ai fait une école d'ingénieur qui m'a profondément fait cramer un fusible, où ça n'allait pas du tout et quand, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à un moment donné, coincée entre, soit je continuais, l'ingénierie et je devenais ingénieure, soit, j'arrêtais ça tout de suite et je me lançais dans la musique et dans l'écriture en tant que professionnelle. J'ai arrêté tout de suite. Et je me suis lancée dans la musique en tant que professionnelle en sachant donc à l'époque avec, 0 diplôme puisque les diplômes de musique traditionnelle, aujourd'hui, il en existe quelques-uns, mais à l'époque, il n'en existait juste aucun à part un diplôme en Irlande, qui, n'était pas reconnu en France de toute façon, donc ne m'aurait pas servi à grand chose, qui est le diplôme du Irish Harp Center de Jan Harrison. Et donc du coup, en fait, en musique celtique, le seul moyen de le faire, c'était, de se jeter sauvagement dans le grand bain. Donc je me suis ouais, jetée sauvagement dans le grand bain. À savoir que, bah, j'ai monté un programme de concert et j'ai commencé à chercher des dates. Voilà. ouais, c'est assez incroyable. Tu as joué en solo au départ donc quand tu dis: «J'ai monté un programme de concert»? Alors j'avais un programme solo et j'avais un programme avec mon tout premier groupe, les Ménestrels des Terres de Lune, qui a duré du coup de 2011 à 2017 et qui s'est arrêté en 2017. Ouais, donc les 6 premières années de ma carrière, je les ai surtout fait avec les Ménestrels et Terres de Lune, donc où j'étais, compositrice, parolière, chanteuse lead, instrumentiste principale, programmatrice, graphiste. Hem, en fait, j'étais un peu le groupe, en fait, et j'avais ensuite d'autres musiciens, c'était aussi moi qui faisais les arrangements. J'avais d'autres musiciens et musiciennes qui venaient, jouer avec moi, mais qui avaient, on va dire, un rôle, sur scène égal. Mais en backstage, c'était moi qui gérais le groupe, en fait. Ce que j'ai lu sur ton site, c'est que les spectacles que tu faisais, en tout cas à l'époque, ça mixait aussi avec un peu le théâtre, le spectacle, le conte. Ouais, en fait, c'est ça, c'était en fait, les Ménestrels des Terres de Lune racontaient, l'histoire des en fait, les instrumentistes, on incarnait en même temps des personnages et en fait, on jouait les scènes en fait, les chansons et les entre-deux, en fait, menaient un fil rouge qui racontait, du coup, en fait, le pitch de base, c'était, les Ménestrels des Terres de Lune sont des créatures féeriques à qui on a volé leur robe de fée puisque dans beaucoup de mythes celtes et de mythes d'ailleurs à travers le monde entier, il y a ce mythe de la peau féerique, de la robe, féerique qui permet de passer à un autre état. Donc on l'a par exemple dans le lait de Bisclaveret, de Marie de France, dans le mythe de la Selkie, dans le mythe de la robe de plume aussi, dans certaines légendes, que ce soit en Asie et ironiquement en Amérique du Sud. Enfin il y a énormément de ce mythe du change-peau en fait. Et donc là nos fées s'étaient fait, ben, c'était ultra, pragmatique, elles s'étaient enivrées en fait, pendant une fête et elles se faisaient piquer leur robe de fée et donc en fait tout le jeu de ces spectacles en fait à chaque épisode c'était qu'elles cherchaient leur peau en fait. Elles cherchaient le voleur de peau pour qu'il leur rende leur peau. Voilà. Tu t'es inspiré pour ces spectacles aussi totalement de la culture, celte, enfin voilà, tu avais la musique, celtique, tu avais, et les contes, les légendes,
celtique aussi. Oui, 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 c'est vraiment, oui. Avec moi, c'est un peu en général, c'est la base et après on fait des choses dessus. Non, non, mais très bien, très bien. Je dis ça comme ça, mais les 2 albums, du coup, qui sont sortis avec les Ménestrels sont toujours disponibles. D'ailleurs, il y en a un en écoute gratos sur ma chaîne YouTube. Sinon, ils sont sur Deezer et Spotify. Oui, je les ai trouvés. Dans la tradition du conte, je crois que tu as travaillé avec un conteur qui s'appelle Claude Mastre. Oui, ouais, ouais. Alors j'ai travaillé, ouais, avec sur le spectacle Tristan Iseult et cetera, qui est un très beau spectacle, donc qu'on ne donnera plus pour, plein de raisons, en particulier, ben, Claude Mastre a 81 ans, Ah donc oui. Mmh. la scène, on a commencé à se calmer, mais on a f aussi fait un album de ce spectacle. Claude a deux albums de ses spectacles, celui-là et celui sur, l'enfer de Dante. C'est un conteur qui fait beaucoup dans la matière écrite médiévale, qui est du coup, oui, donc Tristan Iseult et cetera est effectivement, la légende de Tristan Iseult, mais racontée du coup, harpe, chant, un peu de guitare aussi, conte. Et on avait bossé ensemble sur ce spectacle de 1h15 qui est très, très beau. Je vous conseille vraiment de l'écouter. Il est à la fois drôle, et tire l'arme au possible à la fin. Bon, c'est Tristan Iseult, hein, s'attendez pas à ce que ça finisse bien, hein, voilà. De toutes les légendes médiévales, ça se finit mal. Enfin, je dois dire, c'est assez, comment dire? Émouvant, prenant de la manière dont tu parles des contes parce que c'est vrai que, voilà, moi j'habite Paris, j'ai pas du tout cette tradition de conteur et cette tradition d'échange, on va dire humain quoi, enfin de rencontre, j'ai l'impression quand tu en parles qu'un spectacle, c'est d'abord une rencontre, entre, le conteur, son public ou les artistes et donc, je trouve ça, ouais, super, intéressant, quoi. Je crois que la tradition du conte, c'est l'un des arts les plus à la fois les plus anciens et les plus dépouillés. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut faire des spectacles de contes avec des projections visuelles, de la musique derrière, de machin. Mais en fait, finalement, la seule chose qu'il faut pour conter, c'est, un conteur ou une conteuse, une personne qui va transmettre une histoire et des gens pour l'écouter. Parce que s'il y a pas de gens pour l'écouter, ça sert pas à grand chose. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, je compte toujours en fait. Je compte toujours et je pense que c'est une tradition ben, c'est quelque chose à vivre effectivement. C'est un moyen vraiment de vivre l'histoire qui est ultra dépouillé et en même temps ultra ultra puissant en fait, justement de par cet aspect, il y a rien entre nous et l'histoire en fait. Magnifique. On va parler un peu aussi de ce que tu as fait dans l'imaginaire parce que, tu es autrice donc, tu as écrit et publié des romans donc, comment tu as commencé à écrire? Tu disais que tu savais dès 13 ans que tu voulais, à la fois être musicienne et autrice. Comment tu as commencé à écrire? Ça faisait partie du conte, c'était le prolongement aussi ou? En fait, oui, c'était le prolongement du conte. Au début, je comptais surtout pour mon petit frère, en fait, hein, tout bêtement, quand j'étais tout enfant, voilà. Je comptais beaucoup pour mon petit frère, qui j'ai appris à lire, puis à écrire et en fait, bah, écrire, ça s'est imposé naturellement comme effectivement, comme prolongement du conte. C'était une autre manière de raconter, en fait, finalement, où en fait, je me dépouillais de certaines choses du conte pour en obtenir d'autres et c'est ça qui était, intéressant parce que du coup, je perdais tout l'aspect intonation du conte. Je pouvais plus faire d'emphase sur certains mots ou machin. Je perdais la singularité de ma propre prosodie qui est, qu'on perd en fait quand on écrit d'un seul coup, les gens vont pas lire avec notre voix dans la tête en fait. Mais par contre, je gagnais le droit de rallonger les récits parce qu'en fait dans le conte, on est aussi limité dans la durée, ne serait-ce que par sa propre endurance, hein. En fait, à un moment donné, voilà. Donc je gagnais la longueur que je voulais dans les récits. Je gagnais le droit des récits plus complexes dans les points de vue parce que du coup dans le conte, on peut pas multiplier les points de vue parce qu'on perd l'auditoire. Le point de vue le plus complexe qu'on peut à peu près mettre dans un spectacle de conte, c'est 3 points de vue. Littéralement dans le roman, on a de limite que sa propre capacité à gérer le nombre de personnages, donc c'était nettement plus facile et du coup, je me suis mis à écrire, bah, dès que j'ai su, donc vers 4-5 ans, je commençais à écrire des choses. De là à dire que c'était des histoires complètes, je dirais pas, mais assez rapidement, je suis passée sur des histoires qui avaient une certaine longueur
Et ce que je considère moi comme mon premier roman avec des gros guillemets, je l'ai fini quand j'avais 9 ans et il faisait 60 pages, en A4 grand carreau. Ce qui est quand même pas mal en fait pour un rétrospectivement, pour un enfant de 9 ans sortir 60 pages, Oui. enfin 60 feuilles, donc Mmh. 120 pages en fait. Mmh. Ah oui, oui, OK. Oui, il y avait 60, voilà, 60, feuilles, A4. Donc c'était quand même pas mal en fait, mon histoire. Bon évidemment c'est complètement impubliable, hein, faut être raisonnable, mais c'était intéressant et en fait dès que j'ai eu fini celui-là, j'en ai enchaîné d'autres et en fait oui, assez tôt, j'ai su qu'en fait, je pousserais ça, très, très loin. Que ça ferait partie de ma vie, que je voyais pas à un moment donné de ma vie laisser ça de côté en fait et de fait je l'ai jamais laissé de côté. Tu mentionnes, oui, sur ton site, tu parles de Tolkien comme influence sur l'imaginaire. Et est-ce qu'il y a un lien celtique avec Tolkien? Est-ce qu'il y a un rapport, c'est un conte aussi, non? C'est comment tu vois ton rapport? Est-ce que je peux détruire sauvagement un très gros mythe au bazooka? Vas-y, vas-y. Tolkien n'appréciait pas du tout les Celtes. Ah! Voilà. Et il le dit, hein, à plusieurs reprises que pour lui, c'est pas un peuple intéressant. Et il y a un certain nombre de raisons à ça, à savoir que Tolkien est un gros fanatique de linguistique et que les Celtes est un peuple qui n'écrit pas, donc dont la langue a été complètement perdue. Quand lui, son premier intérêt, c'est la langue, heu, forcément, voilà. Donc en fait, et en l'état des connaissances dans les années 1950, en l'état des connaissances sur les Celtes, je peux tout à fait comprendre que c'était un peuple qui ne l'intéressait pas parce que de fait, les grandes découvertes sur les Celtes, on les a faites dans les 10-15 dernières années là. Mmh. Vraiment, en fait, au-delà des années 2000. Donc parce qu'enfin, on a retrouvé plusieurs grands sites, dont le site de la princesse de Wix, d'autres sites en Écosse et tout, qui nous ont et puis, bah, les technologies, en fait, ont évolué et ont permis, l'analyse d'un tas de documents archéologiques, mais dans le sens d'objets archéologiques qu'on avait, Mmh. qui, en fait, avant nous étaient complètement inaccessibles. Et donc Tolkien n'a jamais considéré les Celtes comme un peuple super intéressant et il se basait beaucoup plus sur les mythes scandinaves qui paradoxalement ne m'intéressent pas spécialement. En revanche, Tolkien, j'adore toutes les degrés symboliques qu'il fait. J'adore le fait qu'il l'assume ou non, son texte est profondément féministe pour l'époque dans lequel il a été écrit. J'adore le fait il arrive à faire des personnages qui sont très profonds, qui sont très réels, en fait, très réalistes et puis, à l'époque, bah, il y avait aussi, en fait, tout simplement Éowyn et Éowyn est l'un des tout premiers personnages qui m'a donné le droit d'être moi aussi héros de l'histoire, en fait, enfin héroïne de l'histoire. Mmh. Parce que, bah, faut voir que oui, dans les années 90, les personnages féminins, voilà. Et comme tout le monde essayait de m'expliquer que j'étais une fille et que j'avais pas le droit de m'identifier à des personnages masculins, bah, au bout d'un moment, voir un personnage féminin qui bottait des culs, bah, ça faisait du bien, en fait. C'était avant Buffy, hein. Il y avait que Lady Oscar à l'époque, voilà, la méchante Buffy et Lady Oscar. C'est arrivé plus tard. Et donc, ouais, Tolkien fait partie de la culture un peu geek. Tu parlais du co de ton lien au conte. Est-ce que tu t'es intéressé aux jeux de rôle? Est-ce que tu as animé des jeux de rôle? Est-ce que tu Alors je suis une grande rôliste, une grande GNiste devant l'éternel, au point que sur ma chaîne Twitch, il y a des actual play de JDR. Ah voilà! Genre on en a fait un la semaine dernière, j'ai actuellement plusieurs campagnes de JDR en cours, je suis une très grosse rôliste, oui. C'est arrivé plus tard dans ma vie, ceci dit, par manque de gens avec qui jouer, de gens s'intéressant au voilà, enfant, le jeu de rôle était pas, bah, encore une fois, années 90, France et assigné filles, ce qui fait que j'avais peu accès à ces cercles-là, mais dès que j'y ai eu accès, oui, j'ai sauté les 2 pieds dedans, allègrement et encore aujourd'hui, c'est mon loisir préféré, en fait. Mmh. Bon, OK, mon boulot, c'est de jouer de la musique et d'écrire des histoires, ce qui est quand même vachement cool. Mais mon loisir préféré en tant que loisir pur, c'est le JDR et je vais même rajouter quelque chose de très, très infamous pour une autrice. Je préfère être joueuse à MJ. Il y a plein de gens qui me disent: «Ah mais tu dois être super en MJ du coup, conteuse, autrice, ah ta ta ta» et je suis là: «Oui, mais je préfère jouer». Voilà, je préfère jouer donc s'il vous plaît, ne me demandez pas d'organiser des GN, je préfère les jouer.
et je peux masteriser des one shots de JDR, mais du coup, je masterise rarement des campagnes parce que je préfère jouer. Voilà. OK. Et donc quand tu joues sur Twitch, c'est à distance, ou vous êtes dans la même pièce, Non, non, on est dans la même pièce. Là, on est sur un actual play, sur un JDR, alors c'est du post-cyberpunk techniquement, qui s'appelle Eternit. Et donc en fait, on joue dans une ville immense qui s'appelle la Mégalopole, dans un monde complètement ravagé, par, 2 apocalypses successives et où l'humain a eu le temps de faire un foin pas possible avec le climat, la planète et tout machin, et nos persos essayent de survivre globalement, ce qui n'est pas toujours gagné. OK. Mais là, tu en parles, ça réveille des souvenirs et donc ça me donne envie de jouer aux jeux de rôle, mais Il faut jouer au JDR, c'est bien le JDR. OK, bah, je vais y réfléchir. Alors après, tu en parles de on va parler un peu de tes romans parce que il y a un peu une aventure, autour de ça. Tu as commencé alors tu as ton premier roman à 9 ans, mais tu as commencé aussi avec, le premier que tu as publié était auto-édité si je me trompe pas? En fait, j'ai eu des mésaventures phénoménales avec l'édition. Non, j'ai vraiment eu des grosses mésaventures. En fait, alors j'ai failli être publiée une première fois quand j'avais 20 ans, avec un bouquin que j'avais fini, 1 an et demi plus tôt, qui était de la bitlite. Voilà, parce que j'avais eu envie de m'amuser, parce que j'aime bien m'amuser, et j'avais eu envie de m'amuser, j'avais écrit un bouquin de bitlite, en fait, que j'avais présenté à une maison d'édition qui m'a dit oui. Donc j'ai commencé les boulots de correction qu'ils m'avaient demandé, le contrat, était envoyé, et il y a eu un problème avec la maison d'édition. Je n'ai jamais bien compris quoi, mais toujours est-il que la maison d'édition s'est cassé la figure et s'est arrêtée du jour au lendemain. On n'a pas compris comment, pourquoi, que, qu'est-ce, et donc du coup, ben, ce bouquin-là s'est retrouvé, voilà, le bec dans l'eau sur une édition où j'avais le oui, en fait. J'avais le oui, j'avais négocié les termes du contrat, j'avais tout ça, et ça casse les jambes, en fait, quand ça arrive, tu vois? Ce genre de truc, Ouais. ça d'un coup, tu es là, tu es: «Ah, OK. Bon, qu'est-ce que je fais?» Donc ce que j'ai fait, c'est que, bah, j'ai commencé à bosser sur La Dernière Geste, qui est le bouquin aujourd'hui publié, en me disant, bah, que ça marche ou que ça marche pas, parce qu'en fait, on m'a toujours conseillé: «Commence par un one shot», et c'est un très bon conseil. Commence par un bouquin qui est un tome fini en lui-même, par une histoire finie, pas par un premier tome de quelque chose. Ne faites absolument pas ce que j'ai fait moi pour être publiée. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas. J'ai fait le mode d'emploi de tout ce qu'il fallait pas. Donc ensuite, du coup, j'ai fini le tome 1 de La Dernière Geste et je me suis dit: «Bon, ben, on va lui chercher un éditeur», et je me suis pris un autre nom. Enfin, cette fois, non, je me suis pris un nom ferme de la part d'un éditeur, avec qui j'étais allée assez loin, puisque j'étais vraiment allée, jusqu'à la défense au comité de lecture, et j'étais allée jusqu'au rendez-vous avec le directeur de la maison, d'édition, et finalement ça a été un non. Et du coup, il y a ce petit côté où en fait, j'en ai eu marre d'attendre, c'est très mal, et du coup, j'ai sous l'impulsion du coup de Hélène Brick-Kéridouane, qui du coup avec qui je travaillais à l'époque sur, voilà, notamment sur L'écurie littéraire qui était un de ses projets à elle. Elle m'a dit: «Bah écoute, je vais t'aider et on va l'auto-publier». Donc je l'ai auto-publié, avec son aide, et ben, en attendant, j'ai quand même continué à chercher des éditeurs. Voilà. Faut savoir ça, c'est que parce qu'il y a plein d'auto-édités. Ne croyez pas que si vous êtes auto-édité, que vous avez auto-édité votre bouquin, ça va intéresser les éditeurs et qu'ils vont aller vous chercher dans l'auto-édition. C'est pas vrai. Ils ont pas besoin de ça, les éditeurs, en vrai. Mais je continuais les démarches, d'édition, classiques, dans le même temps, en fait. Au milieu de ça, du coup, il y a Audrey Alouette, du coup, de ActuSF, qui m'a repérée, qui à l'époque d'ailleurs n'était pas encore chez ActuSF. Et donc on a bossé ensemble. Il y a eu aussi quelques petites aventures entre les 2 dans le voilà, et finalement en 2019, La Dernière Geste est revenue sous sa forme définitive. C'est très drôle. On dirait que je parle d'un papillon ou d'un Pokémon, on ne sait pas trop. Donc voilà, sous sa forme définitive, qui est donc Dans l'ombre de Paris, et qui est publié aux éditions ActuSF. Voilà. Pour un bouquin que du coup que j'ai fini techniquement en 2015. Et il aura mis 4 ans à être publié, en maison d'édition. En tout cas, c'est une belle histoire.
Ouais, ça fait un sacré, des sacrés méli-mélos, mais je m'aperçois que c'est pas si exceptionnel que ça, en fait, dans l'édition. J'ai l'impression que ça arrive assez souvent, les histoires, un peu rocambolesques comme ça. Des fois, l'histoire du livre en lui-même est aussi intéressante que l'histoire que raconte le livre. Je crois que ça a changé de titre d'ailleurs, c'était Si loin du soleil. C'est ça. C'était Si loin du soleil, c'est devenu Dans l'ombre de Paris. Non, non. Je suis pas très douée pour les titres, de romans. Ils ont tendance à ressembler beaucoup trop à des titres de chansons. Ouais, mais je préfère le nouveau titre. Oui, non, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il est beaucoup plus en fait, Si loin du soleil est un très bon titre de chanson. C'est ce que m'avait dit Audrey, d'ailleurs. C'est un très bon titre de chanson. Je trouve plus souvent des titres de chansons que des titres de romans, OK? C'est plus rapide d'écrire une chanson que d'écrire un roman. Alors je suis un peu ennuyé parce que tout ce qu'on lit sur ce roman, c'est que c'est une histoire incroyable avec des personnages incroyables, mais racontables. C'est totalement vrai. Donc je ne sais pas comment poser des questions. Incroyable, je sais pas, en fait, mais qu'elle est impossible à résumer totalement. C'est impossible à en fait, si on veut la résumer, le résumé est nul. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. C'est ça. Si on veut la résumer, le résumé, il y a pas moyen, il est pourri. Et quand on la lit, c'est bien, d'accord. Et d'ailleurs, alors pour l'anecdote, c'est, pour ça que Audrey Hallway en fait, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a été autopublié. Parce que j'ai envoyé mon bouquin en février à Audrey et le synopsis lui donnait tellement pas envie qu'elle s'est dit: «Oui, bah, je le lirai quand j'aurai le temps». Et en fait, c'est quand il a été auto-édité et qu'elle a commencé à voir, popper des commentaires qui complètement dithyrambiques, elle s'est dit: «Mais j'ai ce truc-là dans ma pile à lire, en fait». Et du coup, elle l'a ressorti de la pile à lire et elle l'a lu, en se disant finalement c'est et en fait, une fois qu'elle l'a lu, elle a fait: «Non mais en fait, le bouquin, il est génial, mais par contre ton synopsis, il est nul». «Oui, je sais». Voilà, donc c'est la blague. Dans l'ombre de Paris, La dernière geste, de façon générale, est une histoire, absolument impossible à résumer correctement. Voilà, je suis Il y a des désolée. il y a des composants quand même. On parle d'Uchronie, on parle de steampunk. Je sais même pas si ça s'applique ou si c'est pour rattacher à quelque chose de connu en fait, et de porteur. Mais voilà, on parle, il y a des influences culturelles, et donc le personnage principal vient du Japon. Oui. Pourquoi le Japon, quoi? C'est très loin de l'Irlande. Oui. Oui, mais l'influence celtique, on la sent quand on lit le bouquin. Mais même quand j'essaye de résumer les influences, ça marche pas, en fait. Ce livre ne veut pas être résumé, OK? Il ne veut pas. D'accord. Je crois qu'il Il ne se veut rebelle, ouais. voilà, c'est un livre rebelle. Il veut pas être résumé. Il veut pas être, ouais, c'est ça, il veut pas être résumé, en fait, en quoi que ce soit. Même quand j'essaye de lui donner un genre, de dire ça rentre dans quelle case, en fait, c'est terriblement ça ne rentre pas. Il ne rentre il veut pas. Voilà. Parce qu'en fait, techniquement, c'est une uchronie dystopique, déjà, voilà, c'est une uchronie dystopique de fantasy moderne, steampunk, vaguement. Alors il y a des gens, ils m'ont dit: «C'est arcane punk». Avec du hop punk dedans. Bon, alors punk, ça a l'air d'aller. Non, mais je ne sais pas. C'est impossible, voilà, même quand il faut lui donner un genre, ça ne casse pas. Ça ne casse pas, ça ne casse pas. Et comment tu en es arrivé à ça? Parce que du coup, ça a l'air d'être un cocktail complètement détonnant. Est-ce que tu as mélangé plein d'idées, plein d'inspirations? Comment tu es arrivé, sur ce chemin-là, en fait? En fait, ça s'est fait alors je vais dire un truc un peu chelou, mais ça s'est fait au moment où j'ai arrêté, moi, de cesser de rentrer dans les cases et de dire: «Eh ben, en fait, de toute façon, Morgane, tu sais pas rentrer dans les cases. Je sais pas rentrer dans les cases. Profondément, j'y arrive pas». Donc du coup, en fait, ce que j'ai dit, c'est: «Ben, au lieu d'essayer de rentrer dans une case, tu vas écrire l'histoire que tu as envie d'écrire avec tout ce que tu es». Tout sans faire alors c'est l'équilibre un peu bizarre, c'est que, j'ai écrit ça avec tout ce que je suis, sans mettre tout ce que je voulais mettre, mais en mettant tout ce qui était cohérent à mettre. En fait, c'est-à-dire que j'ai pas fait Le Gâteau 100 fois bon. Le Gâteau 100 fois bon est le livre préféré d'Estelle Faye en matière de méthodologie narrative, en expliquant qu'il ne faut jamais faire un gâteau 100 fois bon, en littérature et c'est ça qui, en fait, qui était un peu le défi, c'est que
en dépit de tout ce qu'on vient de dire, que ça rentre pas dans les cases, qu'il y a pas voilà, c'est pas un gâteau 100 fois bon. C'est un truc qui est cohérent de bout en bout et qui est logique de bout en bout. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est de dire: «Le monde est grand, je vais accepter l'idée que ce monde est immense et que dedans j'ai une petite histoire à raconter». Ce monde est très grand. Le monde de la dernière geste est juste est immense. Immense au point d'avoir des cultures qui s'entrechoquent sauvagement, immense au point, que, ben, oui, quand il faut le traverser, ça se compte en mois, voire en années. Immense au point qu'il y a des langues et que quand un personnage ne comprend pas une langue et qu'on est du point de vue de ce personnage, eh bien le personnage ne comprend pas. Voilà, l'univers ne parle pas anglais, et du coup, enfin, c'est ce trope-là de tout le monde parle anglais dans l'univers, bah là, ça n'est pas le cas. Clairement, il y a des fois, les personnages, il est largué, il comprend pas ce qui se dit en face de lui parce que c'est dans une langue qu'il parle pas. Et tant pis si le lecteur, il est largué parce que c'est dans une langue qu'il parle pas. Parce que c'est aussi un parti pris, c'est tu comprends pas? Bah, c'est pas grave en fait. Et voilà, ça en fait, c'est ça, c'est cette espèce de truc de dire: «Ce monde est immense et dedans, il y a une toute petite histoire à raconter». Enfin, toute petite. Pas si petite dans la mesure où l'héroïne est une princesse quand même, donc forcément avec des enjeux politiques derrière et tout, mais toute petite par rapport à la taille du monde. Bah, c'est quand même super alléchant malgré tout, malgré le fait que ça soit un racontable, donc C'est irrésumable. C'est heureusement que c'est pas un racontable, sinon j'aurais dû un problème. oui, oui, voilà, C'est 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 ça. un c'est irrésumable. Mais tout à l'heure, oui, je suis tombé sur quelqu'un qui disait, voilà, bon, je parle de l'histoire, c'est vraiment, extrêmement intéressant, mais voilà, je vous l'explique, mais ça a l'air nul comme ça parce que j'ai pas le talent de Morgane pour le raconter, quoi. Je pense que c'est à ce stade, hein, c'est pas une question de talent, hein, c'est juste que moi non plus j'arrive pas à la résumer, personne n'arrive à la résumer donc voilà. Et donc là, donc tu as fait ce tome 1 qui a eu un prix, prix Elbakin? Ouais, on a techniquement il en a eu 3. Il a aussi eu le prix Vampire et sorcière et le Bouc d'argent du Grand Petit Prix. OK. Et l'ensemble de la saga a aussi été en 1re et 2e sélection du Grand Prix de l'Imaginaire. Beau succès, pour ce premier roman publié. Ouais, ça a fait un petit palmarès, mais c'est pareil, encore une fois, ne faites pas ça. J'ai été publiée avec un premier titre enfin, en premier roman avec un tome 1 de saga, ne faites pas ça, en fait. Parce que si la saga enfin, en fait, c'était quand Dans l'ombre de Paris a été republié aux éditions ActuSF, c'était vraiment un gros qui tout double pour moi. À savoir, si ça marchait, tant mieux. Si ça marchait pas, La Dernière Geste tombait direct aux oubliettes et on se contentait d'un éternel tome 1. Voilà, donc Frustrant. ah bah, pour moi, grosse frustration, ouais. Et pour pas mal de lecteurs aussi et de lectrices. Mmh. Bah oui, heu, ceux qui ont aimé le premier tome, se retrouvent le bec dans l'eau. Ouais. Le truc, c'est que le 1er tome est une histoire qui peut se terminer là où elle se termine. C'est ça enfin, c'est ça le truc, quoi. C'est que ça peut se terminer là. Auquel cas, c'est hyper déprimant, mais ça peut se terminer là. Ce qui est incroyable aussi quand, voilà, on regarde un peu ce que tu fais, qu'on commence à tirer les fils, c'est que tu as une communauté vraiment de fans, quoi. Tu as créé une communauté autour de toi, c'est complètement incroyable. Alors je l'ai pas fait exprès. Oui, 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 j'imagine, mais Mais oui, j'ai une Cell Community, c'est la communauté de la Cellki, voilà. Alors officiellement, hein, le nom de la communauté en question, c'est la Cell Community, c'est eux qui se sont appelés comme ça. OK. C'est leur nom, Qui ont revendiqué, ouais. Ils ont même un stickers, pour dire qu'ils sont membres de la Cell Community. avec le dauphin, c'est celui-là? Avec le bébé phoque, ouais, c'est un bébé phoque. C'est un bébé C'est un phoque, OK. bébé phoque, Ah ouais, oui, d'accord. qui joue de l'harpe. OK, Ouais. OK, OK, ça marche. Oui, oui, non mais c'est improbable. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était pas censé se passer comme ça. En fait, la Cell Community est issue d'une collision sauvage entre les gens qui aimaient mon univers littéraire et les gens qui aimaient mon univers musical. Et la grosse collision finale, c'est le premier confinement. Parce qu'en fait, au début du premier confinement, avec le télétravail et tout, il y a plein de gens qui ont dit, «Ah, mais comment vous faites pour télétravailler? Moi, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas, je suis chez moi, quoi, j'ai pas l'habi» et du coup, moi, j'ai dit: «Bah, oui, enfin, désolée, moi, je suis musicienne pro, ça fait 12 ans que tous les matins à 9h c'est exercice de harpe. Mmh. Bon, bah, je vais poser une caméra, un micro et je vais me mettre sur Twitch et en fait, tous les matins, je vais faire mes exercices de harpe et le deal, c'est si moi, je commence à bosser à 9h avec mes exercices de harpe, bah, en fait, vous vous connectez et vous vous mettez à bosser en même temps que moi» et à un moment où en fait, bah, effectivement, c'était un peu le bazar pour tout le monde. Au début, il y avait mes potes
assez rapidement, il y a eu du coup les fans de ma musique qui du coup ont rappliqué parce que du coup je jouais de la musique et puis en fait assez rapidement il y a les fans de La Dernière Geste qui ont débarqué aussi, en découvrant que je faisais ça et donc du coup, ça en fait assez rapidement tout le monde s'est retrouvé là le matin et c'était, en fait les gens ont commencé à se rencontrer entre eux, à se parler entre eux sur le chat Twitch et tout et au moment où justement, ben, il y avait beaucoup de gens qui étaient complètement seuls, bah, ça a refait du lien social. C'était littéralement, c'est une machine à café, en fait. Tu sais, la machine à café au boulot, là, où tout le monde vient et cause, quoi. Et bah, là, la même, mais sur Twitch, quoi. Et donc, du coup, bah, au bout d'un moment, ils m'ont demandé de créer un Discord. Alors, j'ai créé un Discord. Et ils ont décidé de s'appeler la Cell Community. Alors, bah, ils sont devenus la Cell Community. Il y a eu plusieurs noms de proposés, hein, c'était assez rigolo. Et puis, bah, au bout d'un moment, c'est Cell Community qui s'est imposé pour tout le monde. Et puis, donc voilà, la Cell Community est la communauté la plus choupi cute de l'Internet, clairement. Ils sont beaucoup trop mignons. Du coup, c'est à la fois des gens qui viennent pour ta musique et des gens qui viennent pour ton univers, romanesque qui se rencontrent là, en fait. Est-ce que du coup, il y a des ponts? Il y en a qui commencent à écouter ta musique et lire tes romans? Alors je crois que la plupart font les 2 en fait maintenant. Avant, il y en avait qui me connaissaient pas en tant que harpiste, qui connaissaient que la partie roman. Il y en avait qui connaissaient que la partie musique mais maintenant la plupart, le gros en fait de la communauté, suit autant les bouquins que les romans. Il y en a quelques-uns qui sont moins romans, pour diverses raisons, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont par exemple grands dyslexiques donc s'enquiller un pavé de 500 pages, c'est quand même compliqué. Donc qui ont pas forcément lu les bouquins. Mais ouais, la plupart du coup maintenant, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est moi en tant qu'artiste qui suivent et j'ai envie de dire quoi que je fasse. Bon, au aussi parce que je suis une sauvage et que du coup, il y a beaucoup de compos que je fais qui sont dans l'univers de LDG donc en fait, on gagne à enfin, j'ai une bande son pour les bouquins en fait que je sortirai un jour en CD et ça incite aussi à lire les livres si jamais on connaissait que la musique et vice Ouais. versa. Mmh. De toute façon, la musique a une part énorme dans La Dernière Geste, donc au bout d'un moment, on a envie de mettre la bande son, en fait, sur le bouquin, je crois. OK. Et donc Noémie Lemos me disait que tu avais animé pas forcément des ateliers d'écriture, mais des sessions un peu, collectives où ouais, les gens écrivent, toi tu joues de la harpe et puis il y a une espèce d'ambiance un peu, studieuse autour de l'écriture. En fait, tous les 2e mardis du mois, sur ma chaîne Twitch, j'anime effectivement un atelier d'écriture. C'est tous les 2e mardis du mois et c'est toujours, du coup, atelier d'écriture. Le principe est ultra simple. En fait, je donne un thème. Alors, ça dépend, ça peut être, le personnage arrive, dans une ville qu'il connaît pas, ça peut être, décrivez-moi une scène mais sans utiliser la vue, ça voilà, c'est des exemples de thèmes que j'ai déjà faits. Je donne pas ceux que j'ai pas faits parce que sinon il y en a qui préparent. Du coup, en fait, une fois qu'on a donné le thème, que tout le monde est d'accord, je joue 45 minutes de harpe qui correspondent aux 45 minutes que les gens ont pour traiter le thème et ensuite je tire au sort 2 personnes que je corrige en live et les autres personnes sont corrigées par la Cell Community justement. Donc en fait, le principe, c'est quand on s'engage à faire l'atelier d'écriture, on s'engage à écrire le texte, mais aussi à relire au moins un des textes de quelqu'un d'autre parce que ça fait vachement progresser en fait de devoir, analyser le texte de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que chacun des participants en général a au moins un, plutôt 2 voire 3 retours sur son texte. Parce que la plupart des gens prennent pas un seul texte, ils en prennent 2 ou 3. Plus Théo, qui depuis le premier atelier d'écriture a corrigé tous les textes de tout le monde. Ce mec Ah est oui, il y a fou. des mais oui, il est Non, parce que des fois, motivé. on a 20 participants, hein, par session, on a entre 18 et 21 textes quand même. Ah oui, oui. Ah oui, non, non, mais il y a voilà, tous Mmh. les mardis et il y en a qui font tous les mardis depuis, plus d'1 an. Ouais, vraiment belle communauté, incroyable. Du coup, tu arrives, tu comment dire? Tu exposé en ligne, tu as des liens avec tes fans. Tu arrives à faire le et tu diffuses de chez toi, tu arrives à faire la distinction privé, perso, c'est pas difficile cette partie-là ou? Non, non, parce qu'en fait, ça fait depuis 2011 que je suis pro à plein temps dans l'art et c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement. Par exemple, là, le décor que tu vois, c'est, en fait, là, je suis dans mon setup Twitch et OK. c'est le seul endroit de ma maison que je filme jamais, en fait, c'est mon bureau. Je suis dans mon bureau, donc le lieu où je travaille. Voilà, on voit jamais, le reste de ma maison. Moi, dans ma tête, c'est très clair, il y a, les gens qui appartiennent à la salle community et il y a les gens dont je suis proche dans ma vie privée et certains sont dans les 2, pas tous.
et je fais une vraie distinction, moi, entre les 2. J'imagine que là, tu vas pouvoir reprendre les concerts, reprendre ton activité, musicale, en live? Oui, ouais, ouais, bah, là, je vais redonner des concerts effectivement, en présentiel et non plus en ligne. J'ai une saison d'été, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Bah, j'ai l'agenda en entier sur mon lit sur, sur, mon site en fait, hein. J'ai une quinzaine de concerts là dans l'été en public, plus quelques prestations privées parce que oui, je fais ça aussi. Mais là, j'ai une quinzaine de concerts en public, ce qui est pas mal quand même pour une reprise, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de festages qui ont été annulés ou modifiés, voilà. Bon, moi, j'ai quand même ça, c'est pas mal et je suis contente. Du coup, tu envisages quand même Twitch, enfin, en tout cas, l'activité en ligne comme, une extension de ton activité à la fois d'autrice et de musicienne? Tu vas garder ça dans le paysage? Ah oui, oui, ouais, ouais, c'est prévu, je vais pas arrêter le stream, non, non. En fait, je pense que c'est 2 choses différentes. D'abord, moi, le matin, ce que je fais, c'est ma routine de travail. Et je pense que c'est important, en fait, à un moment donné, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se complaisent un peu dans le fait de garder secret le travail de l'artiste et je comprends cette démarche, en fait. Je comprends le fait qu'on n'ait pas envie de bosser devant les gens. Je comprends qu'on n'ait pas envie, de pester devant les gens parce qu'on vient de faire la même fausse note, pour la 48e fois de suite. Parce que c'est ça, hein, le boulot de musicien pro, hein. C'est se planter, se planter, se planter et se replanter. À la fin, on a une forêt entière, hein. Et je comprends en fait que voilà, je comprends qu'il y ait une volonté de cacher ça au public, mais moi je trouve que c'est aussi constructif que certains montrent cette facette-là, parce que je vois tellement de gens dans l'imaginaire collectif, l'artiste, surtout l'artiste pro, enfin je veux dire, moi enfin je jure quand je donne mon boulot, c'est: «Et tu fais quoi dans la vie? Musicienne professionnelle?» «Non mais ton vrai boulot». «Non mais autrice?» «Non mais vraiment ton vrai boulot?» «Musicienne professionnelle et autrice, c'est vraiment avec ça que je gagne ma vie les gens». Donc oui, je travaille en fait. Et en fait, il y a plein de gens pour qui c'est facile, qui se rendent pas du tout compte du travail, du temps de travail qu'il y a derrière. Et là, en fait, à un moment donné, je trouve ça extrêmement constructif de le montrer aux gens, de montrer ce que c'est le travail artistique. J'ai même fait l'année dernière une journée entière de boulot, entièrement streamée. Alors j'avais pas bossé sur la dernière geste, c'est pour ça que je l'ai pas refait depuis, c'est parce que je bossais vraiment sur la dernière geste à fond. J'avais pas bossé sur la dernière geste, j'avais bossé sur un autre texte, bon, qui du coup c'est une nouvelle, donc c'était moins important. Les gens n'avaient pas peur d'être spoilés d'un truc incroyable. Et j'avais passé une journée entière de boulot avec la caméra allumée et ce que je faisais, voilà. Et en fait, les gens avaient fait: «Ah oui, c'est d'accord, en fait, c'est ça une journée de boulot pour toi». En fait, une journée de boulot pour moi, c'était, 10h30 de travail en fait, en tout, sur la journée. J'avais bossé pendant 10h30 en tout. Et on voyait ton écran aussi? On ne voyait pas que toi travailler? En fait, on voyait, alors quand j'écrivais, on voyait mon écran. Quand je faisais des démarches administratives, en fait, je mettais une musique de fond et je faisais mes démarches administratives, donc j'expliquais ce que je faisais en même temps que je le faisais parce que oui, ce jour-là, j'ai fait de l'administratif, parce qu'il y a ça aussi. Et quand je jouais de la harpe, ben, je branchais la harpe et on m'entendait jouer de la harpe. Et à la fin de la journée, les gens avaient, pas tout suivi, personne n'avait suivi l'entièreté des 10h30 de boulot, hein, les gens ont autre chose à faire de leur vie. Mais par contre, le chrono était là et effectivement, la plupart des gens ont fait: «Ah oui, OK, c'est ça une journée de boulot, en fait». Ça a fait relativiser beaucoup de gens, en fait, en se disant: «D'accord, en fait, c'est le boulot». Et je suis pas quelqu'un qui bosse énormément pour un artiste, j'en connais qui bossent plus que moi. Et donc en fait, d'un seul coup, dans la tête des gens, c'était un vrai boulot. C'était un vrai boulot avec, tout ce que ça impliquait de boulot. Et du coup, je pense que ça fait du bien aussi aux gens, en fait, de se confronter à d'autres réalités que la leur et de découvrir, en fait, l'envers du décor des choses qu'ils aiment. Parce qu'on vit dans un monde où l'art et la fiction ont un rôle qui est juste, mais énorme, en fait, dans nos vies. Et pour autant, c'est des milieux qui nous sont complètement hermétiques. On arrive paradoxalement, en fait, les gens qui s'intéressent à la comptabilité sont rares, mais tout le monde a beaucoup plus de facilité à s'imaginer le quotidien d'un comptable que le quotidien d'un artiste pro. Alors que l'art, on en consomme, littéralement, en fait, des quantités astronomiques chaque jour, quoi. La musique, elle est partout, la fiction, elle est partout, les gens, le soir, ils se posent, la plupart, ils mettent des films ou des séries Netflix. Enfin, je veux dire, c'est partout et en même temps, c'est pas absolument pas le quotidien des gens qui font ça. Et donc du coup, voilà, ma démarche, c'est aussi de continuer à montrer ça. Il y a une consommation de plus en plus grande, ouais, de ces d'art, d'histoire, on est de plus en plus demandeurs. Bah oui, et c'est super!
C'est super parce que ça éveille l'imagination, ça entraîne l'altérité, l'empathie, enfin la capacité à gérer l'altérité, à gérer l'empathie, c'est top. C'est super. Enfin, je suis absolument ravie de ça. Mais du coup, c'est aussi intéressant de voir encore une fois l'envers du décor, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un mode aussi, tu disais: «Je vis de musique, je vis de du travail de romancier». Est-ce que tu penses que cette manière d'animer une communauté, d'avoir le soutien de ses fans, peut aussi être un moyen de financer ton activité? Ou c'est vraiment là, c'est plus, juste pour la relation et montrer l'envers du décor? Alors si je veux être totalement pragmatique, Twitch est une source de revenus, hein. OK. Voilà. Non, mais oui, en fait, à un moment donné, Twitch est une source de revenus et très sincèrement, si j'avais pas eu Twitch, pendant l'année 2020, je la faisais pas, en fait, clairement, hein, voilà, je sais pas comment j'aurais fait. Donc c'est une activité à en fait, c'est une activité à temps plein. Si je dois vraiment, donner, l'ensemble de mes boulots, j'en ai 3 quoi. Je suis musicienne professionnelle, compositrice, artiste de scène. Je suis autrice professionnelle de romans et machin, en plus d'être autrice de chansons et de compos, hein. Et je suis streameuse en fait. C'est récent pour moi d'être streameuse, ça fait 1 an que je à peu près que j'estime que c'est vraiment un boulot, de plus, mais ça fait partie de en fait de mes boulots, en fait, c'est facile pour moi, c'est le moment où ça rentre dans mon bullet journal. Quand une activité rentre dans mes activités, pro de bullet journal et ben, c'est que ça veut dire que je suis pro. Parce que je suis obligée d'y accorder un temps qui est un temps, qui est pas un temps de loisir en fait. OK, mais c'est ouais, c'est super intéressant de voir qu'effectivement, bah, c'est ouais, ça devient un mode de financement de la création, artistique, quoi. En fait, c'est un vrai mode de financement et alors personnellement, je suis hyper heureuse de ça, de voir qu'en fait les gens, ils sont pas juste justement, je disais tout à l'heure qu'ils étaient consommateurs de fiction, mais en fait, c'est plus que ça. Les gens sont en train, de découvrir qu'ils ont le droit d'être acteurs, en fait, des fictions qu'ils aiment et je pense que, moi, c'est ce sur quoi j'ai misé. C'est sur le fait que, de dire aux gens: «Mais vous avez le droit d'être actrice de des fictions que vous aimez, en fait, et de l'art que vous aimez. Parce que en fait, soyons clairs, hein, la musique celtique, c'est pas populaire, hein. En fait, à un moment donné, si je veux être, claire et honnête, la musique celtique, c'est pas populaire. Dans ma génération, c'est pas populaire du tout. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'il y avait un Canadien à un moment qui dit: «Ah mais tu comprends pas, moi je suis de la contre-culture et j'adore ce que tu fais» et j'étais là: «Parce que pour toi, ce que je fais, c'est mainstream?» Non, en fait, je demande parce que j'en ai vraiment pas l'impression. J'en ai vraiment pas l'impression. Clairement, enfin voilà, la musique, celtique, le monde celtique en général, c'est pas ah non, c'est pas populaire. En fait, les trucs scandinaves, par exemple, sont beaucoup plus à la mode et beaucoup plus vendeurs que le celtique. Mais justement, c'est aussi, en fait, donner aux gens le droit d'investir et de s'investir dans ce qu'ils aiment. En fait, j'estime qu'avec la Cell Community, c'est vraiment ça aussi parce que du coup, bah, par exemple, là, on est le 22 juin et ce soir, je fais une nuit de la harpe. Une nuit de la harpe, c'est littéralement un concert à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, je me pose avec ma harpe, je mets une songlist avec le répertoire de tout ce que je sais jouer et vogue la galère, c'est les gens qui choisissent ce que je joue. Voilà et ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginerait pas, par exemple, en concert classique. En plus, on ferait comment? Les gens, ils gueuleraient, ils pourraient pas quoi, gueuler le plus fort possible le nom de la chanson que vous voulez, ça va pas fonctionner quoi dans un concert, non, voilà, on peut pas faire ça dans un concert, mais on peut le faire sur Twitch et on peut le faire de façon à ce que les gens, ils aiment une chanson et ben ils vont faire la démarche de la demander et ils vont pas juste être assis sur leur chaise littéralement à dire: «Oh l'artiste, c'est beau ce qu'il fait». Ils vont être en mode: «Je voudrais telle chanson et est-ce que toi qui es l'artiste, tu pourrais la chanter?» Quasiment pour moi en fait, hein, pour les autres aussi du coup parce que je sais pas qui demande quoi. Mais je trouve que ça sort les gens de cette gangue de passivité dans laquelle on est beaucoup trop souvent ancrés dans nos vies. Même j'ai envie de dire au niveau, tu vois, bah, là, pareil on sort des régionales, 67 d'abstention quasiment, un truc comme Mmh, ça. ouais. On n'est pas là pour parler politique, donc je vais totalement, m'en abstenir, mais ce que ça révèle, c'est qu'en fait, les gens ont pris l'habitude d'être passifs face au monde. Parce qu'on a en fait, on a l'impression d'avoir de prise sur rien.
le monde se casse la gueule et on a 2 prix sur rien. Et en fait, voir les gens redevenir acteurs, au moins dans la culture, ça prouve qu'en fait, ce qu'ils ont envie et besoin de transmettre, et ben, ils sont prêts à s'investir et à se battre et à sortir justement de cette gangue de passivité pour donner une place à l'art qu'ils aiment et aux artistes qu'ils estiment. Et ça, en fait, ça a pas de prix, en fait. C'est vraiment magnifique, en fait. Et la Cell Community est trop bien pour ça, donc cœur sur eux. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont essayé de faire des concerts, pendant le confinement, et cetera, et que, bah, finalement, ceux qui ont fait des concerts, très, léchés avec, comme s'ils étaient sur scène et cetera, ça ça a moins pris, puis finalement, puisqu'il y a pas, il y a zéro relation, on est devant un écran et puis, voilà, on est ouais, il y a aucune interaction, en fait, et ce qui plaît dans le concert, c'est effectivement bah, être dans l'ambiance, tu vois? Il y a le côté acteur, quoi, être acteur du concert, qu'il y ait pas 2 concerts qui soient identiques au final. Donc, c'est intéressant de la manière dont tu le décris parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment, utiliser la technologie pour ne pas reproduire ce que tu peux faire en concert, mettre une caméra et jouer et puis repartir, mais vraiment avoir un échange avec le public, quoi. C'est ouais, c'est moi, j'en ai fait, des concerts, en live aussi plus classiques. Bah, si, j'ai eu du monde et j'ai eu voilà, mais c'est vrai qu'en fait, il manque le feeling, en tant qu'artiste, hein, de sur la scène, on n'a pas le feeling du public, en fait. On n'a pas la tension dans l'air qu'on a dans le voilà. En fait, c'est assez étonnant parce que quand on est sur scène, il faut savoir qu'on ne voit pas le public physiquement. On a les projecteurs dans la tronche, le public, il est dans le noir. Pour nous, le public, il est dans le noir, on le voit pas. Et pour autant, heu, on le sent. Physiquement, hein, le public, on le sent, en fait. Et même avant qu'ils applaudissent, on sent quand on joue, hein, on sent la tension du public, on sent quasiment on sent ce qu'ils ressentent, en fait. Et il y a une vraie transmission dans les 2 sens. Et on peut pas l'avoir sur Twitch parce que, parce qu'ils sont pas là. En fait, voilà, parce qu'ils sont pas physiquement là et que voilà. Et du coup, je pense que, effectivement, en fait, il faut pas croire que le virtuel peut remplacer le réel, ni que le réel peut remplacer le virtuel. Il y a des choses qu'on peut faire. Je sais, il y a des choses que je fais sur Twitch, je peux pas les faire je peux pas les faire sur scène, en fait. Et il y a des choses que je fais sur scène que je pourrais jamais faire sur Twitch. Ça remplace pas, en fait, l'un et l'autre remplacent pas, se remplacent pas mutuellement. Et c'est aussi ça qui est intéressant et enrichissant, je trouve, c'est de pouvoir apporter les 2 si on peut. Voilà, mais en s'adaptant à chaque fois. Pour terminer sur ton actualité, donc tu as sorti un deuxième tome aussi de La Dernière Geste. Oui, qui est tout aussi résumable que le premier. C'était l'année dernière, je crois, non, c'est ça? Oui, 2020, ouais. L'héritage du rail, Ouais. et là, tu vas sortir le troisième tome cette année. Oui, voilà, donc Ordalie sort, cet automne, octobre 2021 normalement, hein. Je dis normalement parce qu'on n'a pas de date définitive, c'est la zone approximative du calendrier dans laquelle il est censé sortir. Mais même moi, j'ai pas la date, définitive de sortie encore, voilà. Mais il est en cours de il est dans les mains de l'éditeur, enfin précisément, il est dans les mains de ma directrice de collection, André Holouette. Mmh. OK. Donc, la communauté est prête à l'accueillir, j'imagine. La communauté l'attend de pied ferme. Et tu as un nouvel album aussi, donc, Alors heu l'album, je sais pas s'il sortira en 2021 parce que j'ai pris pas mal de retard sur pas mal de trucs. Faut savoir qu'avec les normes de la pandémie, la tournée de concert, elle se paye aussi puisque j'ai dû autoproduire beaucoup de dates, que du coup ça demande beaucoup de boulot en plus parce qu'il y a justement tous les problèmes sanitaires qui rentrent en compte dans la préparation du concert et cetera et cetera. Donc c'est sûr que ça demande plus de temps, on va dire, que d'habitude. Et du coup, ça va peut-être faire que, je vais peut-être, devoir reporter un peu, en fait, les 2 albums que j'ai en préparation. J'ai en préparation un album, musique, donc qui s'appelle Étoile sauvage et qui est vraiment un album de musique de compo de moi et tout, j'ai l'album très attendu de La Dernière Geste. ah oui. Et qui lui va demander un peu plus de bazar et un peu plus parce que du coup je vais pas être seule dessus. Normalement, si tout va bien, je serai accompagnée d'autres gens dessus. Ce sera pas un album solo, donc forcément ça demande beaucoup plus de logistique. OK. Et donc voilà, donc c'est l'album de La Dernière Geste, mais La Dernière Geste qui ne se termine pas avec le tome 3, si j'ai bien tout compris. Il y aura 5 tomes. Il y a 5 tomes et demi.
En fait, il y 5 a tomes et demi. il y a 5 tomes dans la saga principale, mais c'est une geste. Donc une geste, c'est une chanson et quand on fait une chanson, on a le droit d'écrire des contre-chants. D'accord. Donc même mon bouquin est géré comme une musique, en fait. Mmh. Voilà, comme quoi je fais très peu de enfin, c'est très perméable, hein, cette histoire et donc du coup, en fait, il y a un contre-champ. Voilà, donc il y a 5 tomes qui sont le chant et il y a un contre-champ qui vient, s'incruster sauvagement dans le décor. Incroyable, je ressors de là, en fait, j'ai l'impression d'être rentré dans ton univers donc merci qui est voilà, qui est, ouais, un monde s'est ouvert à moi. C'est marrant parce que c'est souvent ce que les gens ils disent. C'est en fait, ils disent qu'on peut pas enfin, en fait, on a tendance à découvrir tout, poum, d'un bloc et que voilà, que c'est pas trop séparable en fait toutes mes que ce soit mon côté stream, mon côté, musique ou mon côté littérature, qu'en fait, c'est tout imbriqué dedans Donc c'est, ouais, incroyable et passionnant à la fois parce que voilà, c'est une belle aventure qui est encore en cours. Donc merci de m'avoir reçu parce que c'était vraiment passionnant. Je pense que ça va passionner les auditeurs également et puis, ben, au plaisir de pouvoir rééchanger, heu, voilà, après la série de concerts, au moment de ton prochain tome, voilà, on reste en contact. Je pense que les auditeurs vont suivre ton actualité. bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était très, très gentil. J'ai été très heureuse de participer à cette interview et puis, je trouve au passage, juste comme ça, je trouve, du coup, te ton podcast super intéressant, parce que, justement, il permet d'explorer toutes ces doubles vies des gens, en fait, et de plonger un peu, justement, dans l'arrière du décor et c'est quelque chose que, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, merci à toi de faire ça. Ben, merci beaucoup et puis au plaisir de se croiser. Peut-être, physiquement parce que là, on est à distance, via un écran, mais j'espère, dans un festival ou autre. Oui, j'espère aussi, du coup. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt.